Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ça change quoi dans les dynamiques avec nos beaux-parents une fois qu'il y a des enfants ? Est-ce que ça majore les conflits? Est-ce que ça les réduit? Est-ce que ça change quelque chose d'ailleurs? Je crois que ça rabat toutes les cartes. On repart, c'est parti. Eh ouais. Ok. C'est une autre modalité et ça se observe déjà durant la grossesse, la maternité et puis surtout maintenant on vit une période de nouvelle autorité. Et cette autorité nouvelle est quelquefois très compliquée pour les personnes plus âgées qui sont encore sur un modèle d'autorité traditionnelle. C'est-à-dire parent-enfant, Oui, vertical. exact. C'est-à-dire que les beaux-parents ou les parents peuvent être très à mal de voir comment leurs enfants élèvent leurs petits-enfants. Et je pense à des familles où on va dire non, pas de sucre avant 3 ans, par exemple. Et les beaux-parents se disent, mais chez moi, Bonbons, les gars, les bonbons, bonbons. exact. La télé, le truc, nanana. Alors, si on est dans des bonnes relations, on se dit, bon, ça va, c'est gentil, mais si on est déjà crispé, qu'on sent qu'on n'a pas de légitimité, qu'on n'est pas reconnu à notre place, ça peut être des éléments, ça peut être un élément supplémentaire à dire, voilà, je suis pas reconnu, voilà. Alors, je suis peut-être un peu souple, c'est peut-être mon côté brésilien. Je suis peut-être un peu souple avec ça et peut-être aussi parce que j'ai une expérience avec mes grands-parents qui était une bonne expérience et je trouve que c'est tellement chouette quand les règles sont pas exactement les mêmes. Et que les règles de sécurité ne changent pas. Les règles de sécurité, elles sont toujours les mêmes partout. Non, la piscine ne peut pas être ouverte. Non, si vous ne fermez pas votre piscine, je peux pas laisser mon enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans chez vous. Ça, c'est une règle qui ne peut pas changer. C'est-à-dire que c'est les règles de sécurité. Non, on va pas le laisser aller chercher le pain tout seul. Non, enfin, ces règles de sécurité-là, elles peuvent pas changer. Mais les petites règles, qui sont peut-être autour de dessins animés, de manger que ce que tu as envie de manger, d'avoir une espèce de connivence chez les parents qui fait que, et chez les grands-parents, qui fait que les petits-enfants sont super contents d'y aller. Je trouve que c'est chouette aussi de se dire, dans cet espace, c'est différent, et ici peut se passer des choses qui ne se passent pas comme à la maison. Ça donne à tout le monde aussi de l'autonomie, et les beaux-parents peuvent aussi se sentir reconnus et dans leur rôle, mais aussi sentir la confiance. Je trouve que c'est une preuve de confiance de pouvoir amener son enfant. Et puis, je trouve que c'est toujours un peu compliqué, si on est dans un conflit très élevé avec ses beaux-parents, de laisser son enfant. Même pour soi, mais pour l'enfant. Donc, je trouve que ça permet d'apaiser un petit peu, quelquefois, l'arrivée des enfants. Ça rabat les cartes, ça peut apaiser les choses et donner justement à la belle-fille, au beau-fils une autre place, une reconnaissance, ou ça peut justement amplifier le conflit parce que ça sera des arguments supplémentaires pour disqualifier l'un, l'autre, etc. Tu racontes dans le livre une histoire, je trouve hyper chouette, c'est un des premiers exemples. Cette femme qui emménage dans sa belle famille au moment d'accueillir son premier enfant et sa belle-mère a cette sororité magnifique où elle lui fait à manger, elle l'aide, elle prend le bébé la nuit, elle lui demande toujours et elle reste à sa place mesurée et où il y a ce lien hyper fort qui se crée. À ce moment-là, on pourrait se dire ça devrait être la maman, mais la maman, la grand-mère en tout cas, n'est pas dispo, mais elle a ce lien-là avec une autre femme et elle-même reproduit ensuite avec sa belle-fille. Juste pour montrer que ça peut aussi parfois être des super belles histoires de belles familles et que ça se passe bien. Ah Parce que oui, là, on oui, a parlé oui. beaucoup des moments où ça se passe pas Oui, bien. non, mais c'est vrai, c'est une jolie histoire avec la culture de la médecine dans cette Oui, famille. c'était des parents Voilà, des médecins. parents médecins et elle tombe enceinte alors qu'elle va passer l'internat, le concours de l'internat et sa belle-mère qui était elle médecin, elle se dit: «Mais tu dois continuer
Et donc, elle se organise pour ça. C'est vrai que c'est beau, hein. Elle l'aide en fait et Elle elle a tout de suite l'aide. compris Ouais, les besoins que sa ouais, belle-fille ouais, aurait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle explique que sans outrepasser son rôle, ouais, sans ouais, s'imposer, c'est vraiment ouais. fait Avec générosité. voilà, et dans une danse qui est hyper saine en fait, Mmh, je trouve. mmh, mmh. Et c'est beau de lire Ouais. des histoires comme ça. Tu disais tout à l'heure que ça rebat les cartes quand il y a des enfants, que dès la grossesse, et tout de suite ça m'a fait penser, et ma belle-mère m'en voudra pas si je dis ça, mais quand moi je tombe enceinte de ma première fille il y a 9 ans, j'ai eu une curiosité insatiable pour le côté de la famille de mon mari. Je voulais tout savoir sur leur histoire familiale. Je pense parce que je portais leur gène, hein, quelque part, mine de rien, donc nos familles, et donc leur transgénérationnel, c'est une famille qui a fui la Shoah, enfin, il y a des grosses histoires familiales, quelque part. Et ma belle-mère, elle était trop contente parce que je lui posais plein de questions, elle m'a sorti tous les albums. Est-ce que c'est classique de vouloir comprendre l'histoire familiale de l'autre quand on amène un enfant? Ou c'est moi qui étais super bizarre? Non, c'est pas super bizarre. Non, je pense que c'est classique et je pense que c'est assez fréquent que les belles filles qui s'entendent bien avec leur belle-mère sachent des choses que les fils ne savent pas. C'est sûr, mon mari, il a découvert plein de trucs parce que j'ai posé des questions qu'il connaissait pas. Parce qu'il faut se dire aussi on a l'avantage de ne pas être soumis à la règle qui est on pose pas de questions, on parle pas de ça. C'est vrai. Il y a pas cette chape de plomb de c'est interdit dans notre famille, Ouais, on c'est tacite qu'il faut pas en parler. Nous, on exact. arrive avec nos gros sabots, en fait. Regard naïf. C'est Oui. la naïve qui dit mais c'était comment et c'était quoi et je trouve que ça ouvre une vraie porte quand quand il y a cette intimité. Les femmes sont capables de ça. C'est voilà, c'est on est autour des tâches, on est en train de faire quelque chose, quelquefois un peu de cuisine ensemble ou prendre le thé ensemble ou faire un truc et de pouvoir se permettre de poser toutes ces questions, d'aller vers l'intime, je trouve que c'est une opportunité que quelquefois les enfants de la famille ne se permettent pas parce que, comme on se dit, il y a une règle tacite qui est on pose pas de questions, c'est une période difficile de l'histoire familiale, donc on va pas blesser les gens en posant de Mmh. questions, alors qu'en fait, c'est déjà possible d'en parler. Et je trouve que c'est très chouette parce que c'est une chance pour elle de pouvoir dire, Mmh. pour toi d'entendre l'histoire et de pouvoir aussi la transmettre, de partager avec ton mari. Ça crée un lien supplémentaire dans ça, mais je trouve que c'est joli parce que c'est vraiment le chemin de s'intéresser à l'autre et d'être curieuse de Mmh. l'autre. Et puis c'est vrai que moi, c'était vraiment de me dire: «Mais je porte le patrimoine génétique de leur famille en Ouais, moi», parce ouais, que pour le coup, on n'a pas adopté, on a eu des enfants naturellement, et ça me fascinait de me dire que l'enfant que je connaissais pas encore, ben, allait porter dans ses gènes toute cette histoire-là. ouais, Et tu parlais tout à l'heure, au début de notre, interview, de l'enjeu de ramener une personne, étrangère à la sphère ouais, familiale, donc ouais, d'une autre culture, ouais, d'un autre passé, ouais, qui n'est ouais. pas commun à la famille. Pourquoi est-ce que ça peut amplifier, là, pour le coup? Pourquoi c'est plus compliqué quand il y a un enfant, qui arrive, dans ce type de famille-là, quand il y a, des différences culturelles énormes? Ouais. Mais parce qu'il y a cette idée de la lignée. Je Mmh. trouve qu'il y a cette idée de la lignée, de la transmission de la religion, de la Mmh. transmission de la langue, quelquefois. Je pense à une patiente là qui est de culture musulmane, culture religieuse musulmane, et elle dit, je peux pas me imaginer que mon enfant mange du porc. Donc, elle est très amoureuse d'un homme qui est de culture plutôt catholique. Ils sont ensemble, mais quand elle lui pose la question, si on a un enfant, est-ce que s'il veut manger un saucisson, il est chez tes parents, il veut manger le saucisson, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, je veux le laisser manger le saucisson. Et elle dit, mais c'est pas possible. Donc il dit, mais ça veut dire que je dois adhérer à ta culture, que ta culture religieuse. Et donc, ouais, voilà, c'est ça. La chose, elle se joue aussi dans ça. Et quelquefois, on n'est pas vraiment très pratiquant, mais quand il s'agit Non. de la transmission de ses enfants, de dire, mais moi, je voudrais porter ça, et on peut devenir un peu plus même pratiquant
pratiquant, ou plus attaché à sa culture, plus attaché aux traditions de sa propre famille, au moment où on a des enfants, parce qu'on souhaite transmettre. Mmh. Donc ça vient interpeller les couples, hein. Tu donnes cet exemple hyper frappant là, dans ton livre, des préjugés raciaux Ouais. que peuvent avoir aussi, certaines familles quand, il y a un conjoint ou une conjointe de culture différente. Tu expliques, hein, la différence avec le racisme, comment Le gérer préjugé le intériorisé. préjugé intériorisé, heu et tu donnes un chiffre qui m'a vraiment interpellée, Mmh. en parlant du postpartum, la dépression du Ah, postpartum. Tu dis que 50% des femmes étrangères sont sujettes à la dépression du postpartum, tandis que pour les femmes, qui vivent dans la culture dans laquelle, elles ont grandi, c'est 25%. ah. Entre 35 et 50% et entre 8 et 15. Alors on est à 25 maintenant Ouais. sur la dépression du Ouais, alors, postpartum. Les OK. chiffres, ils ont un peu Vas-y, OK. augmenté. Tant Donc, mieux, ça veut on dire qu'on revient. Donc, entre mais donc c'est plus. 35 et 50%, c'est immense. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus. Parce qu'il manque du tissu, Mmh. du tissage. Et parce que la tissu social, tissu relationnel, sécurité, et parce que la question de la transmission se pose. Et si on n'a pas cette, cet ensemble-là pour porter ça, qui quelquefois, c'est des choses qui nous agacent un peu, hein. Les gens qui se penchent à la maternité, il a le nez de la grand-mère, il a les yeux de machin. On se dit, si on devait décrire cet enfant comme ça, ce serait pas très beau. S'il a les yeux de l'oncle, le nez de la grand-mère, et le bas du visage du grand-père, mais c'est ça. C'est comment on l'inscrit, comment on l'arrime à notre famille. Donc, en fait, je trouve que la dépression du postpartum chez les femmes venues d'ailleurs, elle est liée à plein de contextes, notamment celui du désarrimage Mmh. et du sentiment de ne pas pouvoir porter ce poids de la transmission seule dans un pays qui n'est pas le sien, avec quelquefois des codes éducatifs, culturels très très différents, religieux très très différents, qui font que bah, on peut avoir l'impression que notre enfant n'est pas protégé. Et c'est majoré si on est très mal accueilli, voire hostilement avec du racisme par la famille, Ah du oui. conjoint, en face qui est la famille, du pays dans lequel on vit, et on est déraciné. Bah oui, totalement. Mmh. C'est un facteur aggravant, en fait. Ah oui, mais tu as raison de le dire parce que c'est un vrai facteur aggravant. En fait, dans les contextes de la migration, on n'est pas tout seul, hein. Mmh. Le migrant n'est pas tout seul à jouer un rôle de bon migrant ou de mauvais migrant, de bons parents ou de mauvais parents. Ben, il y a tout cet entourage-là et quand on regarde avec une loupe, mais c'est vrai pour nous. Moi, je raconte souvent cette histoire de la mise à l'épreuve à la caisse au supermarché, là. Cette situation où les parents se retrouvent à la caisse du supermarché, l'enfant attrape un petit paquet de bonbons et tout s'arrête autour. On a l'impression que tout le monde regarde. Que va faire le parent? Va laisser l'enfant prendre les bonbons, va reposer les bonbons, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Et tout le monde regarde le parent faire parent. Et ça met le parent déjà en difficulté parce qu'il se sent regardé, jugé. Là, il va falloir que je joue la meilleure partition de ma vie. Les gens vont considérer que je suis bon parent ou mauvais parent. L'enfant qui voit ce truc, qui sent déjà que le parent n'est pas comme d'habitude, va montrer son étrangeté face à la scène. Et donc, bon, donc ça, on n'est pas toute la journée à la caisse du supermarché, on n'est pas toute la journée sous le regard des autres, mais dans notre belle famille, on pourrait. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'on nous regarde faire parent et qu'on dit, bon, ça, c'est pas bien, là, c'est pas une bonne chose, là, je trouve que tout ça, ça vient fragiliser. Mmh. Ça vient vraiment fragiliser. Donc il y a une attention particulière à porter à ces familles-là, et c'est pour ça que tu dis dans cette histoire où il y avait, des petits soucis avant la grossesse, enfin pendant la grossesse, tu as voulu voir ces parents-là, 2 mois après pour être bien sûr que cette nouvelle maman, qui vivait dans un nouveau pays soit accueillie comme il fallait dans le contexte, tel qu'il est. Et qu'elle est
les ressources Mhm. là pour ouais, tout à fait, pour Que ça se accueillir passe son bien. bébé, pour que ça se passe bien. Bon, je crois qu'on a balayé bien comme il faut ce sujet qui est passionnant parce que on aura toujours quasiment affaire à une belle famille Ouais. et que on ne choisit pas seulement un ou une conjointe, on choisit plein de plus un. Parce qu'en plus, parfois, il y a des beaux-parents, mais il y a des doubles beaux-parents, parce qu'on n'a même pas parlé, mais il y a aussi C'est parfois vrai, les c'est vrai. remariages déjà des C'est beaux-parents. vrai, c'est Et vrai. donc, ça fait des relations transgénérationnelles à gérer en plus. Et oui, Et parfois, on n'est pas très bien équipé pour le faire. non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup Bah pour non, cette merci à toi. opportunité C'était de trop cool. parler. Merci, merci, Merci. merci. Et donc, je remonte ton livre. Je le prends. Si vous nous regardez sur YouTube, donc c'est Belle-mère, beau-père, trouver sa place et faciliter les relations dans les familles. Nous, on s'est encore une fois intéressé qu'à une seule partie de ce livre, puisque tu vas sur les familles recomposées, les beaux-parents de manière générale dans les familles. Mais parce que je trouvais que ce sujet-là, on ne l'abordait Ouais. pas assez. Et puis, je montre quand même ce petit jeu qui s'appelle Amour monstre, si vous nous regardez. C'est un jeu qui encourage le dialogue dans le couple, mais la famille aussi. Donc, on peut faire participer un petit peu tout le monde. Ça aide à régler les conflits avec la belle famille ou pas? Ouais. Ça peut? Je pense que ça peut aider, en tout cas, à définir la position de chacun Mhm. face à la belle famille. Ouais. Important. Ouais, important. Mhm. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter? Non. Est-ce qu'on avait oublié quelque chose? Non, ça va. Parfait. On a déjà fait pas mal. Ouais. Et puis s'il y a besoin de plus... Ah non, si, tu sais, il y avait un truc dont je voulais te parler. Tu dis souvent que t'aimerais en consultation, comme tu fais de la thérapie systémique, pouvoir voir parfois les beaux-parents, tout ça. Ouais. Mais c'est très complexe, au final, Ouais. de faire ramener Ouais. tout le monde dans le Ouais. même lieu. Et que Ouais. c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Mais oui, mais là, je pense aussi que c'est culturel, qu'on n'a pas Ah ouais. l'habitude de parler de nos problèmes à nos parents de manière simple, ou bien on va se confier, on va pas arrêter de se confier, donc le beau-parent, il est déjà au milieu de la pièce, trop dedans. Mais c'est difficile, par exemple, de dire je suis en thérapie de couple. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas que leurs enfants sont en thérapie de couple, par exemple. Alors que dans d'autres pays, c'est plus facile. Par exemple, l'Italie, on peut plus facilement faire venir, parce que je travaille beaucoup avec l'Italie, et les collègues peuvent dire si on a besoin de faire venir les beaux-parents. Alors, c'est pas faire toute la thérapie avec les beaux-parents s'il n'est pas question des beaux-parents, mais Ponctuellement ramener les voilà, beaux-parents. ponctuellement, en entretien, parce que il faut pas nier que ce couple-là a inspiré la façon de faire couple de l'enfant. Sûr. Mon plus gros conflit avec mon mari, dire mais on ne fonctionne pas du tout pareil, toi et moi. Je ne comprends pas. Ah oui, on n'a pas été élevés pareil en fait. C'est normal. On n'a pas vu les mêmes couples. Non. Merci à toi, merci beaucoup Ivy. Merci à toi pour cette Obrigada. invitation. Obrigada. Por nada, com prazer. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.